Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore, nous avons Dr. Neda Ferré, psychologue de la santé, qui présentera un autre sujet de santé mentale, ESPT. Merci, Dr. Ferré. Grand plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien vécu tout ce qui vous est arrivé avec les... Est-ce que c'est Irma qui vous est passé, hein? Béhat de Irma, je pense. Bon, on vous souhaite le bien-être, j'espère que ça n'a pas été trop traumatique. Aujourd'hui, on va continuer avec le stress, toujours le sujet de stress. La semaine passée, on avait parlé beaucoup, enfin les deux dernières semaines, on a parlé de stress aigu. Aujourd'hui, on va passer par le stress, état de stress post-traumatique. Donc, on va vous parler un peu, on va se parler de ça toujours avec MHK. Souvenez-vous bien que vous avez aussi les documents de MHK qui ont été distribués il y a déjà un mois ou deux, enfin plusieurs semaines déjà. Donc, vous avez toujours ça pour votre référence. Je vous encourage de garder ça toujours à côté de vous, de vous en servir quand vous êtes en clinique avec les patients, parce que c'est quand même pas facile de garder tout ça en tête à tout temps, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience avec. Vous aurez peut-être, mais c'est quand même un beau document pour avoir comme référence. Alors, ça, c'est une version de MHCAP humanitaire qui m'a été partagée et je n'ai pas la permission de partager avec vous, mais on peut toujours l'utiliser pour l'apprentissage, pour notre formation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une petite introduction, comment faire l'évaluation et comment faire la prise en charge. Donc c'est toujours la même forme qu'on va faire, l'évaluation et la prise en charge, mais il y aura une différence qu'aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo. Ce sont des vidéos, des films qui étaient faits juste pour MHK. Ils étaient faits au Liban par des acteurs et c'était un travail de International Medical Corps qui ont fait ça pour MHK. Alors, ça, on va regarder ça pour la prise en charge, l'évaluation et la prise en charge. Et puisque c'était fait au Liban, évidemment, ça va être en arabe. Tous les vidéos MHK sont en arabe en ce moment, mais on va avoir les sous-titres. On va espérer que vous allez pouvoir les lire. D'accord? Et Amanda va nous aider à mettre ça. C'est pas très important si vous n'avez pas le son, parce que vous n'allez pas comprendre, au moins que vous parliez l'arabe. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que vous puissiez lire les sous-titres. Voilà. Donc, on va regarder ça. OK. Donc, toujours quand il y a des situations humanitaires comme un tremblement de terre ou la guerre, etc., c'est souvent qu'on va voir c'est commun qu'il y a des gens qui développent certains types de réactions psychologiques. Okay? Quand on a un stress extrême, c'est très normal pour les émotions, pour notre psy, de réagir de certaines façons. La plupart des cas, ce sont des symptômes qui sont transitoires. On n'a rien à faire avec, c'est normal. C'est pas bien, mais c'est normal. Ça peut être très, très méconfortable. Hein? Les gens ne sont pas bien, ils se sentent pas bien dans leur peau. Il y a un grand degré de crise, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est transitoire, ça va passer. Par contre, il y a certains symptômes qui vont rester. Ok, ce sont des symptômes caractéristiques de ESPT, état de stress post-traumatique, qui peuvent durer. Et ça peut durer de périodes, on ne sait pas, ça dépend de la personne, ça dépend s'il y a eu une prise en charge. Hier, j'ai parlé avec une collègue qui me parlait de quelqu'un, un homme qui a été torturé il y a 30 ans, mais il est toujours dans un état de stress post-traumatique. On ne sait pas, elle n'avait pas encore fait l'évaluation, mais c'était selon les rapports, donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, la torture, évidemment, c'est un type
stress extrême, pardon. Donc c'est normal qu'on peut passer par un état de stress post-traumatique, mais pourquoi ça a duré 30 ans, on ne sait pas. Mais si je vous donne ça comme un exemple de savoir, ça peut durer autant que ça. Donc la prise en charge est très importante. Dans mon expérience, et selon ce qu'on m'a dit mes professeurs, mes collègues, les femmes violées passent toutes par un état de stress post-traumatique. Okay? Je n'ai pas encore vu une femme qui a été violée et qui n'a pas eu le ESPT. Ça se peut, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Il y a beaucoup de résilience dans notre esprit humain, mais je vous dis ça, méfiez-vous, il faut garder ça en tête. Si vous avez une femme devant vous ou un enfant qui a été violé ou un homme, vous allez avoir à faire une évaluation sur le ESPT. On se rappelle encore une fois que quand on a une seule maladie, on peut avoir une deuxième, ou un troisième, ou un quatrième. Et que ESPT, c'est la même chose, c'est une maladie. Et si on est atteint de ESPT, c'est aussi possible qu'on soit atteint d'autres pathologies. Ok? Donc, c'est toujours possible d'avoir plusieurs. Autre chose à dire, c'est que ESPT n'est pas la seule chose qu'on peut avoir après un événement traumatique. Quelles sont les difficultés qu'on a à identifier le ESPT? Le problème, c'est que, un peu comme n'importe quelle maladie, il y a toujours des symptômes qu'on voit qui peuvent être n'importe quoi. C'est pour la fièvre. Hein? Si la personne qui vient vous voir la fièvre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça peut être plusieurs choses. Alors, avec OSPT, vous allez avoir la même chose. Vous allez avoir des symptômes qui sont très généraux. Okay? Problème de sommeil, manque de sommeil. On a déjà vu ça, par exemple, avec le stress aigu. On l'a déjà vu avec psychose, par exemple. On l'a déjà aussi vu avec la dépression. Donc, vous allez voir, le ESPT, c'est un des symptômes de ESPT, c'est un problème de sommeil, mais c'est difficile. Ça va être difficile d'identifier, de diagnostiquer. Vous allez voir irritabilité, humeur anxieuse, déprimée, persistante. Donc, c'est très facile de dire, si on voit ça, c'est que la personne a la dépression. Et c'est possible que la personne a aussi la dépression. C'est pour ça que le SPT devient un peu difficile à identifier. Il y a multiples symptômes physiques qui vont persister. Les maux de tête, les palpitations cardiaques. Vous allez faire vos tests et vous n'allez rien trouver. Il n'y a pas de problème cardiaque, mais il y a la palpitation. Donc, c'est des symptômes qui sont un peu difficiles à identifier. C'est des symptômes physiques non explicables. Donc, les questions supplémentaires à poser. Est-ce que ce sont des symptômes qui vous reviennent, les symptômes qui sont là, qui disparaissent et qui reviennent? Est-ce que la personne essaie d'éviter certaines choses, certaines situations, certaines personnes, certains endroits aussi, Et il faut évaluer si la personne évalue les choses comme une situation de menace. Vous avez un petit, ce que vous allez voir, c'est le sursaut. On voit ça, il y a un petit son quelque part, et puis la personne a une réaction très exagérée de sursaut. Les événements potentiellement traumatiques regroupent tous les événements menaçants ou horribles. Ça peut être plusieurs choses. On a déjà parlé de tremblements de terre, on a parlé de la guerre, évidemment, on a parlé des situations de viol ou même des accidents de voiture déjà, des fois.
Vous allez voir quelqu'un qui a été dans un accident de voiture, on pense que c'est pas très, pour nous, c'est pas très désagréable, mais pour la personne, ça se peut que l'OSPT puisse lui arriver. Violence physique, sexuelle, incluant la violence conjugale. Ok? Souvenez-vous, on se rappelle que le viol peut aussi se passer en famille, avec le couple, avec le mari. S'il y a une perte soudaine de personnes chères, donc évidemment s'il y a la mort, être témoin d'atrocités, être témoin même d'un accident, par exemple. La destruction de la maison de quelqu'un ou sa maison à soi, des accidents et blessures majeures. Tout ça, ce sont des événements traumatiques qui peuvent favoriser le OSPT. Vous, les trois autres personnes, vous allez voir le même accident. Ça se peut qu'une personne parmi vous voit cette expérience de façon traumatique, alors que pour les autres, c'est un accident désagréable et puis c'est tout. Okay? Ça vous a effrayé, ça vous a énervé, ça vous a fait peur peut-être, mais c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Pourquoi ça? Parce qu'on est différent, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est comme toute autre maladie. Vous allez voir quelqu'un qui est atteint d'une maladie et puis l'autre personne n'est pas. Okay? On ne sait pas pourquoi exactement, sauf qu'on a deux corps. Le corps est différent, le cerveau est différent, la psy est différente, les expériences de la vie qu'on a vécues sont différentes. Le niveau de la résilience peut être différent. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi les mêmes expériences ne donnent pas le même résultat. Comment évaluer? Alors, les trois questions à poser, est-ce que la personne, évidemment, a été exposée à un événement qui a été potentiellement traumatique il y a plus d'un mois? Si un événement potentiellement traumatique a eu lieu il y a plus de mois, est-ce que la personne a un SPT? Donc, on va regarder les symptômes. Y a-t-il d'autres pathologies présentes? Est-ce que la personne a été déjà déprimée avant cette expérience? Est-ce qu'il y a un problème physique? Donc, l'évaluation doit se passer de tous les côtés. Maintenant, on va regarder la vidéo. C'est un vidéo d'une personne qui va se faire évaluer pour le SPT. On va regarder, identifier les symptômes qui sont expérimentés par cette personne, essayer d'identifier comment le clinicien pose des questions pour d'autres pathologies et bien identifier comment le clinicien construit la confiance, vraiment le lien avec le patient. Alors, c'est une vidéo qui va durer à peu près 20 minutes. Je pense que j'ai regardé ça, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on prenne 20 minutes pour regarder ça, parce que c'est un peu compliqué à diagnostiquer, et puis il y a plusieurs autres choses qui peuvent se présenter en même temps. Et puis, on vient aussi regarder le stress aigu il y a 2 semaines. Donc, je pense que ça vaut la peine de voir ça pendant 20 minutes. Ça serait une très bonne formation. Stop sharing, Amanda. You go. If you could have the video now, that would be great. Absolutely.
only have a small effect. They tend to work on average a bit
Is that it? Yeah, that's great. Awesome. Let me stop. Right, awesome. Thank you. You're welcome. Alors, je m'excuse, je sais que c'était pas très clair. La vidéo n'était pas très claire, mais ça vous donne quand même une idée. Qu'est-ce qu'on a vu sur le vidéo? I want to repeat my echo. Is that okay? What's that? Sorry, did you ask me something? Yeah, there's an echo. Um, You hear it? I just hear it myself. I don't hear it from you. Okay. I'm gonna silence my microphone, and that might help. Okay, great. Alors, la vidéo, ce qu'on a vu, on va essayer de voir ce que le médecin a fait. Hein. On a demandé on s'est dit qu'on va essayer d'identifier les symptômes, identifier comment le clinicien pose des questions et identifier comment le clinicien construit une alliance, la confiance avec le patient. Donc, comment il a identifié les symptômes? Quels sont les symptômes de ESPT? Donc, il a vraiment commencé à poser des questions. L'événement traumatique, est-ce que vous avez eu un événement traumatique il y a plus d'un mois? C'est important. Est-ce que le patient essaye d'éviter? Okay? On a vu qu'il essayait d'éviter les souvenirs de l'horrible nuit. C'est ça qu'il l'avait appelé. C'était une horrible nuit. Il ne veut pas en penser, il ne veut pas se rappeler. Évitement encore des couteaux. Dans son travail, il voit souvent des couteaux. Alors maintenant, il a arrêté de travailler parce qu'il y a il va voir des couteaux au travail, donc il va plus au travail. L'évitement de rappel aux nouvelles, il ne veut pas se rappeler évidemment. Le fonctionnement. Est-ce que le fonctionnement de la personne a été altéré? Est-ce que il y a eu un changement dans le fonctionnement? Évidemment, la personne ne pouvait plus travailler. C'était ça le problème, c'est qu'il ne pouvait pas travailler. On voit une altération de fonctionnement de la personne, de revivre. Okay? Ça, c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas poser trop de questions aux patients au sujet de ce qu'ils ont vécu. On veut juste savoir pour avoir la capacité de diagnostiquer, d'identifier, mais on n'essaye pas de poser trop de questions parce que la personne va revivre. Et puisque c'était une expérience traumatique, la personne va revivre cette expérience qui était traumatique. Alors là, la personne avait des rêves, avait des cauchemars, ok, et les cauchemars étaient directement reliés à l'événement qui était traumatique. Revivre l'événement même, voir la personne en face. Ok, il a vu, c'est pas une délusion, c'est pas comme psychose, c'est pas une délusion, mais ça vient de cette expérience. Il revoit la personne. Vous allez voir des gens qui entendent des bruits, par exemple, des bruits de la guerre, okay, des conflits. On entend le tremblement de terre, on le ressent de nouveau. C'est une façon de revivre l'expérience, ce qu'on essaie d'ailleurs d'éviter tant que possible. On a aussi, la personne avait le sommeil perturbé, okay, il avait peur de dormir, tant que ça, à cause des cauchemars.
parce qu'il ne voulait pas revivre l'expérience. Il avait peur de dormir, donc vous allez un sommeil qui est perturbé, évidemment. Il y a des difficultés de rester en place, ok, parce qu'il est dérangé par des bruits forts. Tout ça, ce sont des questions qu'on pose parce que ce sont des symptômes qu'on recherche pour savoir, pour identifier. On essaie de voir aussi comment le clinicien demande pour d'autres pathologies. Ok? Il a posé des questions sur l'alcool. Excusez-moi. Et substances de drogue. Okay? Il a vraiment posé des questions très claires. Est-ce que vous prenez de l'alcool? Est-ce que vous faites de drogue? Suicide. Il pose toujours des questions sur des pensées suicidaires. Humeur. Comment vous sentez ces jours-ci? Aussi simple que ça. Okay? Toujours capable d'apprécier les choses. On se souvient, l'un des symptômes de la dépression, c'est qu'on arrête d'apprécier les choses qu'on appréciait auparavant. On n'a plus de joie. On n'aime plus ce qu'on aimait auparavant. Alors, c'est une simple question pour l'humeur. Et aussi voir comment le clinicien construit la confiance, donc l'alliance. Donc, il y a une alliance entre les deux personnes. Il a dit, je suis content que vous soyez venu. Très simple, hein? Je suis content de vous voir. Donc, c'est un encouragement aussi. Je suis content que vous soyez venu. Il a démontré l'empathie. Il a dit, cela devrait être terrifiant. C'était fait en vidéo, en théâtre. Moi, je trouvais que c'était pas très bien fait, mais vous allez faire ça quand même d'une façon un peu plus normale, un peu plus naturelle. Démontrer l'empathie. Évidemment, il faut l'avoir, il faut essayer comme clinicien à un moment de le sentir d'abord, mais même si vous ne le sentez pas, il faut le dire quand même, juste pour démontrer que vous comprenez que cette expérience était une expérience terrifiante. Et puis clarifier ce que la personne a dit. Donc, vous évitez maintenant le travail parce que vous voyez des couteaux. Okay? Qui vous rappelle de l'événement. Okay? Alors, c'est normal. On normalise un peu les choses. Ben, c'est compréhensible. Ça se comprend. C'est normal. Et on a aussi vu que la personne, il hochait la tête. Okay? Il avait une tête hochée. Ça, c'est vraiment non verbal. Il ne vous dit pas des choses, mais on le voit. On observe le patient. Ça nous donne beaucoup d'informations. Alors, si on n'a pas beaucoup trop de temps qui nous reste, mais quand on regarde, vous allez voir sur MHK page 28, vous allez avoir plus d'informations sur ça. Je vous parlais encore de poser des questions, comment poser des questions sur cet événement traumatique. Commencez par une introduction, par exemple, avez-vous expérimenté des mauvaises expériences durant le désastre, le conflit, le tremblement de terre, etc. Donc, c'est pas des questions trop directes. Ok, on va pas chercher trop d'informations, mais il vous faut certaines informations, mais on pose des questions pour que la personne vienne nous le dire elle-même. Et on demande, est-ce que vous pouvez dire un peu plus? Ok, donc on pousse pas, mais on pose la question, est-ce que la personne se sent capable de le faire? Ok, on dit aussi, on précise qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les détails, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Des exemples qui sont là, comment avez-vous été affecté? Comment ça vous a affecté? Okay? Par le désastre, par le conflit, par l'expérience sexuelle qui a été forcée par exemple? Si c'était le cas. Avez-vous perdu soudainement quelqu'un qui vous connaissiez? Okay? Est-ce qu'il y a eu un mort? Est-ce que votre vie elle-même a été mise en danger?
Avez-vous l'expérience que quelque chose d'horrible, est-ce que vous expérimentez quelque chose d'horrible qui vous fait vous sentir très mal? Bon, c'est pas très bien posé cette question, mais c'est juste des exemples pour dire est-ce que vous vous sentez mal? Il faut vraiment essayer d'avoir une manière de demander à propos du trauma. Ok? Demandez seulement les détails nécessaires pour l'évaluation. Ne pas demander trop de détails. Parce que ça peut énerver la personne, parce que la personne va revivre. Cette expérience va être retraumatisée. Dans toutes les évaluations, il s'agit que le patient se sente en contrôle. Okay? C'est le patient qui vous parle, c'est le patient qui a le contrôle de détails. Combien d'informations il vous dit, si vous donne cette information-là, parce que quand on passe par une expérience traumatique, on a un sens du perte du contrôle. Alors, comme clinicien, quand le patient est devant vous, vous allez laisser le patient avoir ce contrôle. Okay, je sais que souvent les médecins, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui nous attendent, on essaye, c'est nous on contrôle, non? On a le contrôle, on garde le contrôle, on pose des questions, où il faut faire des choses, mais dans ce cas, il faut faire très très attention à ça. Il faut vraiment donner le contrôle, il faut que la personne se sente en contrôle de votre processus. Et il faut lui donner le temps. Il faut lui donner l'espace nécessaire. Quand je travaille en Afrique, souvent, on n'a pas l'espace qu'il faut. On est dans une salle, il y a plusieurs personnes autour de nous. Souvent, on n'arrive pas à... Il faut vraiment se méfier de ça, de parler, de poser des questions en haute voix devant tout le monde. Okay? Parce que la personne, le patient, il va se sentir très, très mal. Alors, une fois de plus, à l'évaluation, vous n'avez pas besoin d'avoir des détails, juste de savoir ce qu'il s'est passé. On laisse les détails. Je veux aussi partager une chose avec vous. On a déjà vu, par exemple, que pour la prise en charge, les médicaments, ça fonctionne pas très bien. Les antidépressifs, ça fonctionne vraiment pas. Et les anxiolytiques, d'habitude, ça fonctionne pas. Est-ce que ça va fonctionner avec quelqu'un qui a été traumatisé? Pas vraiment. Donc, la prise en charge, ça se fait en principe de façon psychosociale. Maintenant, on sait qui est psychosocial. Je vais vous parler d'une chose qui se passe souvent ici, c'est qu'on donne une thérapie c'est une technique de thérapie comportementale, ok? Et ça s'appelle le traitement de l'exposition. On expose la personne à un événement qui lui a fait peur, qui lui a fait trop peur. Et maintenant, la personne l'évite. En principe, ça doit marcher si vous avez peur des grenouilles. Si vous avez peur des pilules de médicaments, je l'ai déjà fait. Okay? Mais c'est des choses quand même un peu plus simples qu'un viol, la mort, le tremblement de terre, la guerre. Mais j'ai déjà vu, ça s'est fait ici, ça s'est fait quand on donne un traitement de l'exposition aux personnes qui ont eu le ESPT. C'est vraiment pas recommandé. Ce n'est vraiment pas à recommander. C'est une thérapie qui fonctionne d'habitude très bien quand la personne a eu trop peur, quand la personne veut éviter, quand le fonctionnement est altéré. Mais dans les cas de traumatique, je ne vous le conseille vraiment, vraiment pas. Ok? Ça marche très bien avec des souris et des rats dans nos expériments. Ça fonctionne bien avec des patients, mais quand le problème n'est pas trop gros. Okay? Quand vous avez
En cas de viol, par exemple, vous allez pas réexposer le patient. J'ai déjà vu un cas, plutôt j'ai entendu parler d'un cas, c'était une mère réfugiée, une femme réfugiée, qui est venue en bateau, un petit bateau, un canot plutôt, sur l'océan, et il y a eu de grandes vagues. Son enfant, elle avait gardé son enfant dans ses bras, l'enfant est tombé dans l'eau. Elle a perdu l'enfant. Et là, ils lui ont donné une exposition, une thérapie d'exposition. C'était horrible. C'était absolument, absolument horrible. Le traitement de l'exposition, ça se donne pas dans les cas traumatiques comme ça. Donc, ça n'a pas aidé la femme, évidemment. Ça lui a rendu dans une autre crise qui était très, très difficile. J'ai déjà vu une femme avec qui je travaillais, c'était une femme encore réfugiée qui a passé par de mauvaises choses, pas en Afrique, mais une fois qu'elle est arrivée ici à Montréal, au Canada, elle était passée par des choses très difficiles. Moi, je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était pas traumatique, mais pour elle, ces événements l'ont été. Je lui ai posé des questions à un moment donné, la femme s'est remise dans une crise. Elle a commencé à pleurer, elle n'arrêtait pas, elle hurlait même. Il fallait qu'on l'amène en urgence parce qu'on ne savait plus quoi faire. C'était assez raide. Alors, à l'évaluation, vous n'avez pas besoin d'avoir des détails, juste de savoir ce qu'il s'est passé, parce que quand vous posez trop de questions, la personne va va revivre cette expérience. Bon, on est à 9 heures presque. On a déjà parlé de tout ça. Ce qui va aider, c'est que avoir assuré la confidentialité, avoir une sorte d'alliance, avoir une sorte de rapport avec le patient. C'est important d'avoir ça, ça va aider cette expérience. On est à 9 heures, on va continuer ça pour la semaine prochaine, mais on peut arrêter à ce moment-là. Merci beaucoup.